t'aime, Bruxelles, je t'aime. Tu m'avais manqué, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. T'es ma préférée, Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. Bonjour et bienvenue dans Bruxelles, je t'aime, l'émission hebdomadaire d'Euronews qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme de cette émission, tous les yeux sont rivés vers l'Allemagne. Des milliers de personnes ont envahi les rues de Berlin le week-end dernier pour protester contre une nouvelle motion visant à restreindre l'immigration et qui a été adoptée grâce au soutien de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand, en deuxième position dans les sondages. Avec les élections du 23 février, le parti conservateur historique du plus grand pays de l'Union européenne semble prêt à briser le traditionnel cordon sanitaire qui empêche les partis extrémistes d'accéder au pouvoir. Nous jetons un œil à ce dilemme politique pour le leader conservateur Friedrich Merz et voyons ce qui est en jeu lors de ces élections cruciales. Et moins d'un mois après son arrivée au pouvoir, le président américain Donald Trump commence déjà à semer la panique à travers le continent. L'un des sujets qui a fait les gros titres ces derniers temps, c'est le Groenland, cette immense île danoise peuplée de seulement 57 000 habitants. En réponse aux appels de Trump pour en faire un territoire américain, les Français ont affirmé qu'ils allaient résister. Ils sont même prêts à envoyer des troupes européennes pour protéger l'île. Nous analyserons l'ampleur de cette menace et verrons comment Bruxelles devrait réagir. Alors pour en parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-Marc Germain, député européen du groupe socialiste. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Geneviève Ponce de l'Institut Europe Jacques Delors et qui fut également membre de cabinet de l'ancien président de la Commission européenne Jacques Delors. Bonjour Geneviève. Et Michaela Naoum, correspondante à Bruxelles de Radio France Internationale RFI. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous avoir rejoints. Alors avant d'entendre votre analyse, écoutons brièvement un résumé de la situation délicate dans laquelle s'est plongé le leader des chrétiens démocrates allemands, l'homme politique qui espère devenir le prochain chancelier d'Allemagne. Friedrich Merz s'attendait à une certaine opposition de la part de l'opinion publique, mais pas à celle-ci. Des centaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue dans toute l'Allemagne pour protester contre lui, dont au moins 160 000 dans la seule ville de Berlin. Les observateurs politiques parlent d'un pari politique qui s'est retourné contre lui de manière spectaculaire. Friedrich Merz avait présenté au Bundestag des propositions visant à durcir les politiques migratoires. Ceci intervenant après qu'un homme originaire d'Afghanistan eut attaqué un groupe d'enfants avec un couteau, tuant un garçon de 2 ans et un homme. La résolution de Friedrich Merz a obtenu la majorité avec l'aide du parti d'extrême droite AfD, provoquant un tollé monumental dans l'establishment politique allemand. Friedrich Merz a-t-il sapé le pare-feu qui empêche l'extrême droite d'accéder au pouvoir? A-t-il sauté dans le train du populisme pour gagner une élection? A-t-il renforcé l'AfD? Les réponses le 23 février, lorsque l'Allemagne se rendra aux urnes. Alors Jean-Marc, une question pour le député que vous êtes. Merz, on l'a vu, avait promis qu'il ne ferait pas affaire avec l'extrême droite, mais en s'appuyant sur les voix de l'extrême droite pour faire passer cette motion dont on a parlé dans la vidéo, est-ce qu'il a perdu toute crédibilité à vos yeux? Oui, et pas simplement à mes yeux, mais je l'espère aux yeux des Allemands. Enfin, toute crédibilité, soyons mesurés, parce que les sondages montrent qu'il a baissé. Mais pour autant, il reste le premier, le représentant en tout cas du premier parti politique en Allemagne. Mais il a brisé quelque chose de fondamental dans l'un des pays les plus importants de l'Europe, qui est qu'il n'y ait pas d'alliance avec l'extrême droite. Parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas eu une alerte, puisqu'il y a eu 2 textes. Il y a eu un premier texte qui n'était pas contraignant, pour lequel il y a eu déjà les voix de l'extrême droite. On pouvait dire c'est un accident. En réalité, ça ne l'est pas du tout. Mais ensuite, il y a eu un texte contraignant où il est allé chercher les voix de l'extrême droite. Et pour un parti qui a joué un rôle fondamental dans la lutte contre le fascisme en Allemagne, c'est un traumatisme pour l'Allemagne, mais c'est un traumatisme aussi pour tous les Européens. On avait une alerte d'ailleurs au niveau européen, puisque un autre représentant de son parti politique, Manfred Weber, qui dirige le groupe de la droite européenne,
avait fait voter des amendements de l'AfD qui étaient déposés par le groupe auquel elle appartient au niveau européen, et sur le même sujet, c'est-à-dire pour construire des murs aux frontières de l'Union européenne avec l'argent de l'Union européenne. Geneviève, vous êtes d'accord? Est-ce qu'il a brisé quelque chose justement? Ou du moins, est-ce qu'il a déjà scellé son destin politique, Merthe? C'est vrai qu'en Allemagne, la frontière avec l'extrême droite est quand même très ancrée dans la culture et très ancrée dans les comportements depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc en Allemagne, briser ce tabou a peut-être encore plus d'impact qu'ailleurs. Et c'est curieux qu'il l'ait fait parce que peut-être que ce qui est arrivé à son collègue des Pays-Bas, je crois que c'était à l'été 2023, aurait dû lui servir de leçon en jouant le jeu de l'extrême droite, en adoptant le discours de l'extrême droite. Les libéraux néerlandais ont joué leur perte. Parce que les Néerlandais, je parlais des Néerlandais. Donc l'exemple de 2023, c'était aux Pays-Bas. Et ils ont fait élire l'extrême droite en prenant ces thèmes. Donc en fait, ce qui se passe, c'est comme si les électeurs préféraient le modèle à l'imitation. Et si vous adoptez le discours de l'extrême droite, en particulier sur l'immigration, ce qui risque de vous arriver, c'est que vos électeurs vont aller voter pour l'extrême droite. Et vous avez un double risque. Vous avez des électeurs qui vont aller voter pour l'original, donc l'extrême droite, et vous allez aussi dégoûter ceux qui, parmi vos électeurs, se sentent plus centristes et se sentent plus révoltés par cette attitude. Donc c'est extrêmement dangereux et c'est le deuxième exemple que nous avons oui, en mais Europe. justement, Mireille, là, on voit cet exemple-là dans d'autres pays d'Europe aujourd'hui. Et moi, je pense à l'Autriche maintenant aussi, qui risque d'avoir une coalition centre-droit avec la droite extrême. Mais finalement, est-ce qu'il ne devrait pas briser ouvertement ce tabou? Peut-être qu'il faut le briser de façon explicite aujourd'hui. Et faire quoi? Oui, mais justement. Et faire quoi, je te demande? Parce que tu me parles d'Autriche. Ok, Ouais. on va prendre le cas. Le cas autrichien est très intéressant parce qu'il y a 24 ans, l'Autriche faisait une alliance avec l'extrême droite, la même extrême droite dont on parle maintenant, et elle était mise en quarantaine par la présidence portugaise de l'Union européenne, souviens-toi. Au moment Elle des a Riders, été- de Your oui, Rider. oui. Et elle est mise en quarantaine à ce moment-là pendant 8 mois. Une quarantaine qui n'a absolument pas fait d'effet. Il n'y a rien qui s'est passé en fait. On l'a juste montré du doigt. Notre Louis Michel national belge était très remonté. Voilà, on va dire. Il snobait Benita Ferrero-Waldner, qui était ministre des Affaires étrangères et qui n'avait rien à voir avec l'extrême droite elle-même. Et puis rien ne s'est passé. Mais 24 ans sont passés. On reparle de l'extrême droite, peut-être la même en Autriche, et on ne s'émoit plus. On parle plus de quarantaine. C'est devenu un truc, en même temps, c'est inquiétant, on ne sait pas comment on va faire. On assiste un peu quand même à une normalisation de ce discours de droite-droite. Oui, normalisation qui est déjà là depuis longtemps. Qui est déjà là depuis des années, Ouais. qui a commencé une fois que les vagues d'immigration ont commencé à venir sur nos plages méditerranéennes, c'est-à-dire 2015, qui s'installe petit à petit, qui, à un moment donné, on ne sait plus si je dis j'ai pas de travail et j'aimerais changer de gouvernement, est-ce que je suis de droite ou de gauche? À un moment donné, il y a des revendications dans la société qui est un organisme vivant qui répond à des menaces ou des choses qu'elle perçoit comme des menaces, en tout cas, qui répond comme elle peut, avec le peu de culture politique qu'on a de nos jours, surtout les jeunes. Et à ce moment-là, on est catalogué extrême droite ou extrême gauche. Des fois, on dit un peu trop facilement ces choses-là aussi. Tous les gens qui votent un peu contre l'immigration, on va dire, sont pas nécessairement d'extrême droite. Donc, il y a un mélange aujourd'hui dans la société et on va peut-être passer à côté des vrais... Justement, ce que vous dites, et je me tourne vers vous, Jean-Marc, puisque votre groupe dénonce ces rapprochements mortifères, justement, comme on le voit avec l'AfD. Mais la question, c'est que certaines alliances ne deviennent pas finalement, à un moment donné, inévitables dans le contexte actuel. Et c'est ce que vous disiez un peu de polarisation extrême, qui reflète aussi la polarisation de la société aujourd'hui. Alors, si ça reflétait la polarisation de la société de manière un peu démocratique, on pourrait se poser la question. Se dire, au fond,
Nous, on appelle ça une faute morale, mais si les habitants voulaient vraiment se protéger contre l'immigration et que c'était leur sujet majeur qu'ils souhaitaient des dirigeants, ça pourrait être une question politique. La réalité, c'est que derrière tout ça, il y a une immense manipulation avec des femmes et des hommes comme Elon Musk, comme Donald Trump, qui essaie de créer une internationale des extrêmes droites en utilisant tous les moyens de manipulation des opinions publiques en général, mais les moyens d'un réseau comme X en particulier. Vous avez vu que Elon Musk a pris parti pour l'extrême droite en Allemagne et il utilise son réseau social où lui, quand il met un message, il y a 150 millions de personnes qui le voient, et moi, quand j'émets un message, j'en ai 1000 et tout un chacun, on en a 10. Et donc, c'est un instrument de manipulation massive. Et donc, c'est une illusion de croire que c'est pour le bien des Européens qu'il faudrait ce genre d'alliance. Et puis, c'est une faute morale. Enfin, souvenons-nous de l'histoire. C'est comme ça que ça a commencé dans les années 30. C'est par des alliances électorales entre la droite et l'extrême droite que ensuite, de manière tout à fait légale, entre guillemets, soi-disant voulue par les peuples, que Hitler est arrivé au pouvoir. Et moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que quand je suis arrivé comme député européen, je me suis dit, c'est difficile pour moi parce que je suis socialiste, je travaille avec la droite. Mais on est pro-européen et on fait avancer l'Europe. Quand on est d'accord, on vote. Quand on n'est pas d'accord, on fait rien. Très bien. Mais aujourd'hui, je vois cette alliance entre la droite et l'extrême droite un peu partout en Europe, qui d'ailleurs, comme vous l'avez dit, est toujours en faveur de l'extrême droite. C'est-à-dire que quand la droite pense qu'elle va gagner électoralement face à l'extrême droite, elle perd parce qu'elle diffuse ses idées. Et c'est le cas en France. La droite est extrêmement faible et l'extrême droite est très forte. Juste pour retourner sur... pouvoir. Je finis mon raisonnement pour l'Allemagne, et pardon d'être un peu trop long. C'est que moi, je pensais qu'en Europe, ce qui empêcherait l'alliance entre la droite et l'extrême droite, c'était l'impossibilité en Allemagne d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Donc ce qui se passe en Allemagne, la réaction des Allemands que vous avez montrée, la réaction d'Angela Merkel qui est très importante parce qu'elle fait partie de cette formation politique, elle est essentielle. Parce que si ça tombe en Allemagne, alors en Europe, ça va être dramatique pour les pays européens et pour l'Europe. Justement, pour en savoir plus sur les implications politiques du pari risqué de Friedrich Merz et sur l'atmosphère à Berlin avant ces élections, nous avons demandé à notre correspondante à Berlin, Liv Stroud, de nous faire un point sur la situation. L'ambiance à Berlin est évidemment très tendue, à l'approche des élections anticipées qui auront lieu dans à peine 2 semaines. Ces élections sont sans doute les plus importantes pour l'Allemagne depuis 1933. Le pays décidera s'il bascule vers la droite, comme beaucoup d'autres pays européens, ou si les choses restent en grande partie inchangées. Comme nous l'avons vu dans le sondage INSA de cette semaine, le pari politique de Merz ne semble pas avoir trop affecté les électeurs, le soutien à la CDU se maintenant à 30%. Toutefois, les Verts et la gauche ont enregistré un nombre record de demandes d'adhésion à la suite des manifestations qui ont eu lieu le week-end dernier et qui ont attiré des centaines de milliers de personnes dans tout le pays. Alors Geneviève, justement, on le voit là avec notre correspondante Liv Stroud, Merz semble assez stable, mais comment, selon vous, formera-t-il une coalition gouvernementale après les élections s'il gagne? Parce que c'est ça la grande question. Non, en effet, vous avez parfaitement raison. Le premier risque, c'est de perdre des électeurs en faveur de ceux qu'on a flattés et imités, ça c'est le premier. Mais le deuxième risque, c'est précisément, dans un pays qui a besoin de coalition, comme l'Allemagne, de perdre les candidats potentiels à une coalition parce que le SPD et les Verts n'auront peut-être pas envie de s'allier à quelqu'un qui a joué le jeu de l'extrême droite. Donc c'est une question réelle. Moi, je n'ai pas de réponse, mais la réaction des Allemands montre en tout cas qu'il y a dans la population allemande un grand refus de ce glissement vers l'extrême droite. Et c'est le pari qu'il faut faire. Oui, d'ailleurs, parfois, en interrogeant des experts, vous disent aujourd'hui qu'une coalition entre la CDU et le SPD est encore possible, réalisable. Donc c'est aussi l'ambiguïté en Allemagne. Vous, Michaela, que pensez-vous justement de cette future coalition? Tout est possible. Tout est possible et c'est dangereux d'anticiper. Enfin, nous, mais non sur le plateau d'une télé. On ne sait pas ce qui sortira des urnes. Oui.
On ne sait pas quels seront après, en fonction des résultats, les paris que les politiciens amenés à faire cette coalition vont prendre. Mais en vous écoutant tous les deux tout à l'heure, je me suis souvenu que je me suis amusée il y a quelques semaines à écouter la conversation diffusée en direct entre Elon Musk et Alice Weidel, qui est la leader de l'AfD. Leader de l'AfD, ouais. elle. Et il fallait bien s'accrocher parce qu'à un moment donné, on serait dit « Ah, il y a deux copains qui discutent autour d'un verre de vin, mais qu'est-ce qu'ils disent des choses intéressantes quand même ?» Ah, donc, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent que le nucléaire reste une solution au mix énergétique de l'Allemagne et de l'Europe. Ils me disent qu'il y a trop d'immigration, mais ça, on le savait déjà. Ouais. Ils me disent qu'il y a trop peu de boulot pour les Allemands. Et ça, c'est un peu le problème partout, en France, en Allemagne, partout. Ouais. Partout en Europe, sauf dans les pays de l'Est. Il fallait s'accrocher. Et quand elle a commencé à expliquer que Hitler n'était pas de droite mais de gauche et que la gauche et les communistes, voilà. Donc je dis ça un peu pour les gens qui n'auraient pas suivi cette conversation passionnante qui a duré plus d'une heure. Et puis Musk a commencé à nous dire comment il va peupler la Lune. Mais jusque-là, c'était resté vraiment terre à terre. Hein. Avant qu'il parte sur la Lune et qu'il commence à expliquer à Alice, il avait même oublié, je crois qu'il y avait des milliers de gens qui l'écoutaient. Et il flirtait avec, et c'était vraiment l'énergie qui passait, voilà. Il fallait s'accrocher. Hein. Donc, l'extrême droite n'est plus, on défile plus en bottes caoutchouc et la main tendue. Hein. D'ailleurs, on a vu Musk à la cérémonie de Washington ensuite. Mais c'est aussi par des belles paroles. C'est très dangereux hein, parce que ça commence par les Afghans et on ne sait pas où ça finit. Ouais. Ça, il faut toujours se souvenir. Alors, pendant ce temps, alors que les Allemands se préparent à voter, la Belgique vient de se doter d'un nouveau gouvernement, pas moins de 234 jours après les élections du 9 juin. Le gouvernement issu de la coalition dite Arizona a été approuvé. C'est une coalition de 5 partis qui comprend du côté flamand le parti nationaliste de la NVA, le CD&V de centre-droit et les socialistes, et du côté francophone les libéraux du mouvement réformateur, le MR, et les centristes. Le nouveau Premier ministre issu de la NVA est Bart de Wever, l'ancien maire, ou devrais-je dire bourgmestre d'Anvers, connu pour être l'homme politique qui à l'époque se battait pour l'indépendance de la Flandre. Alors les choses ont un peu changé depuis. Geneviève, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez suivi cette actualité? Alors, là, moi, je suis française, mais je vis en Belgique depuis 35 ans. Et je ne suis pas sûre d'être encore capable de comprendre toutes les subtilités du système politique belge. Je me souviens quand même qu'il y a eu une période de plus d'1 an où la Belgique assurait, dont 6 mois pendant lesquels la Belgique assurait la présidence du Conseil de l'Union européenne, et tout s'est très très bien passé. Donc la Belgique a cette capacité de fonctionner sans gouvernement. Ce qu'il faut voir maintenant, c'est sa capacité de fonctionner avec cette coalition dite Arizona. Ouais. Donc il y a beaucoup d'inventivité aussi en Belgique sur les noms des coalitions. Et cette extension, donc là on sort un peu du léger, on rentre dans le plus sérieux, et de cette coalition qui manifestement comprend des hommes politiques d'extrême droite. Ouais. Donc là on est là dans cette fameuse rupture du cordon sanitaire dont on a parlé au début, qui se manifeste un peu partout. Je vais aussi prendre l'exemple de la France, brièvement. Michel Barnier a fait un pas vers le RN en l'incluant dans sa négociation budgétaire et en pensant avoir conclu un deal avec eux, et si j'ose dire, il s'est ramassé. Donc, le fait aussi que ces alliés ne soient pas fiables, je pense, c'est quelque chose qui peut jouer positivement pour la sauvegarde ou le rétablissement du cordon sanitaire. Justement, en parlant de la France, Jean-Marc, je me tourne vers vous. Là aussi, quand vous voyez des socialistes rejoindre les rangs d'un gouvernement qui prévoit quand même de durcir la politique migratoire, de limiter les allocations de chômage, la fin de certains régimes spécifiques de retraite. Enfin bon, voilà, c'est un gouvernement très conservateur, avec quand même, comme vous disiez, une ouverture. Probablement qu'en France, c'est assez compliqué à imaginer un scénario comme ça. Donc vous réagissez comment ? Écoutez, il se trouve qu'au sein de notre groupe européen, on a à la fois le PS belge
et le parti Forreut qui a décidé de participer à ce gouvernement. Donc vous imaginez que les discussions sont animées. Ouais. Les deux partis ne sont pas d'accord et moi je pense que le PS belge a raison de dire qu'il ne fallait pas y aller, même si c'est un peu facile de condamner un parti politique qui est face à une situation politique extrêmement compliquée et face au choix un peu cruel de se dire on continue sans gouvernement pendant des années et des années, où on essaie de régler un certain nombre de problèmes. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est en France. Nous avons décidé, pour pas le PS français, pour pas se retrouver dans la situation du gouvernement Barnier, où sa survie dépendait de l'extrême droite, de négocier avec le gouvernement Bayrou des avancées pour les Français. Et on en a obtenu sur l'hôpital, 1 milliard de plus, sur les fonctionnaires, les 4000 fonctionnaires qui devaient être supprimés dans l'éducation qui vont être maintenus, etc., etc. Et à la fin, au bout de cette négociation, on a décidé de ne pas censurer le gouvernement Bayrou, mais le cœur de notre choix politique, ce n'est pas qu'on pense que ce budget est bon, d'ailleurs on a voté contre, c'est qu'on pense que la France a besoin d'un budget, qu'on doit accepter qu'on n'est pas majoritaire, nous, la gauche, et que soit on laisse le gouvernement dépendre de l'extrême droite et on est dans le confort de l'opposition en disant on s'oppose à tout, on vote pour la censure et on repart pour une nouvelle instabilité, soit on offre la possibilité d'une discussion avec nous qui empêche le Rassemblement national d'être en position d'arbitre. Mais on voit bien que c'est une situation un peu cruelle pour nous et qu'on est critiqué pour ça, évidemment. On peut aussi comprendre les critiques. Sur ce point, nous pouvons clore cette conversation. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. On prend un temps de pause, mais restez avec nous pour entendre ce que pensent les habitants du Groenland des aspirations du président Trump à acheter leur île. À tout de suite. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos 3 invités ici présents. Alors un fait d'actualité récent que nous voulions approfondir, ça se passe à Nuuk au Groenland où le Parlement local a repris ses travaux cette semaine après sa pause hivernale. C'était la première réunion des députés depuis que le président Trump a prêté serment et exprimé son désir de s'emparer de l'île et de ses 57 000 habitants. Alors Trump affirme que le contrôle du Groenland est essentiel à la sécurité nationale et économique des États-Unis. Il veut également des ressources naturelles, des terres rares aux minerais de fer. Le Groenland étant lié politiquement et culturellement au Danemark, ce dernier a déjà averti le secrétaire d'État américain Marco Rubio que le Groenland n'était pas à vendre. Alors Jean-Marc, je me tourne vers vous. Que pensez-vous finalement de ce débat sur le Groenland ? Ça fait déjà des semaines qu'on en parle. Qu'il faut être très ferme, et oui. Ça vaut pour le Groenland comme pour les tarifs douaniers, comme pour tous les sujets qui sont soulevés par Donald Trump. C'est de dire ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français, et qu'a fini par dire d'ailleurs, ou qu'ont fini par dire les chefs d'État et de gouvernement, le Groenland appartient à l'Union européenne et le restera, et on défendra sa souveraineté s'il le faut. Et je crois d'ailleurs que Donald Trump ne comprend que ça, et sur d'autres sujets, il faut faire pareil, parce qu'il y a eu un peu au début la tentation de la part de la présidence de la Commission de dire « Ok, on va commencer à négocier, vous voulez qu'on achète plus de pétrole, plus de gaz liquide, vous voulez avoir accès à des ressources oui, parce qu'il y a une peur très forte aujourd'hui. Voilà, de rentrer dans une guerre commerciale. Le sujet n'est pas d'être dans une guerre, c'est de dire on a des peuples souverains, on a des alliances, on appartient à un ensemble européen, et donc on applique nos règles de manière tout à fait ferme, tout à fait déterminée. Et puis j'ajoute, pour terminer, qu'il faut qu'on évite de se positionner en permanence dans les années qui viennent face à Trump. Il faut qu'on construise l'Europe telle qu'on a envie de la construire. Cette Europe, elle doit être souveraine. On doit aussi nous favoriser le Buy European, puisque le sujet de Trump, c'est mais justement, attendez, je passe voilà, à Michaela. Soyons nous-mêmes, quoi. Est-ce que Trump a ouvert une boîte de Pandore avec le Groenland ? Ah oui, absolument. Et ça dépend combien il veut payer. Combien il veut mettre sur la table, parce que est-ce que ça vous assemblait pas ne vous assemblait pas un peu bizarre le fait que Mette Frederiksen ait besoin la semaine dernière
de venir en Europe et de faire un tour de quelques capitales pour se dire est-ce que vous me soutenez ou est-ce que vous ne me soutenez pas. Et finalement, bien, au sommet européen informel de lundi dernier à Bruxelles, on a dit oui, on va la soutenir. Mais ça dépend. On a besoin d'argent. Et la Groenland, il y a quelques années, avait voté contre le Danemark. Ils voulaient leur indépendance. Donc, si Trump met de l'argent... Pour parler des Groenlandais, pour savoir ce que pensent les habitants des velléités du président Trump de s'emparer du territoire, notre correspondante Shona Murray s'est rendue au Groenland pour leur poser la question. Écoutons-les. On parle d'indépendance. Mais qu'est-ce que l'indépendance? Personne n'est vraiment indépendant. Nous dépendons tous les uns des autres. Personne ne veut vraiment être acheté par les États-Unis. Je veux dire que cette façon abrupte de se présenter et de dire « je veux acheter le Groenland », mais enfin, nous ne sommes pas à vendre. Nous ne jouons pas au Monopoly dans le monde réel. C'est faire preuve d'un état d'esprit très colonial, de penser « lorsque le Danemark n'aura plus le Groenland, nous le prendrons ». C'est comme si les colonisateurs parlaient avec une autre entité coloniale, comme s'ils parlaient entre eux. Mais enfin, et nous? Nous avons des droits en tant qu'êtres humains. Geneviève, je me tourne vers vous. La France a dit qu'elle serait prête à envoyer des troupes européennes au Groenland si les États-Unis tentaient de l'envahir. Est-ce que selon vous, c'est une réaction appropriée? Tout à fait. Moi, je suis fière d'être française quand je vois que les premiers à réagir à cette incroyable attitude de Trump, agressivité vis-à-vis du Groenland et d'ailleurs vis-à-vis du Danemark, je trouvais que l'Europe était étonnamment silencieuse. Et donc, j'ai été heureuse que, côté français, on prenne la parole. Ce que je veux dire, c'est que c'est du Danemark qu'il s'agit, quand on parle de l'Union européenne, et le Danemark conserve une certaine souveraineté sur le Groenland, et c'est le Danemark qui est attaqué directement par Trump. Il a passé 45 minutes au téléphone avec Mette Frederiksen en la menaçant. Donc il paraît que c'était une conversation agressive, brutale. Et c'est là qu'elle a été obligée de lui dire « mais le Groenland n'est pas à vendre ». Mais peut-être juste encore un mot. Moi, je suis très sensible à ce que disent les Groenlandais. C'est ça qui est finalement le plus important. C'est une population. Cette population a des aspirations à la souveraineté. Elle a vraisemblablement des aspirations à la souveraineté vis-à-vis du Danemark. Mais pourquoi est-ce que ce serait pour tomber entre les mains des États-Unis? Je crois qu'il faut donner la parole au Danemark et je crois que, au Groenland, excusez-moi, et je crois que le réflexe de réunir le Parlement est le bon réflexe. Parce qu'il faut que les Groenlandais s'expriment et décident de leur sort. Non, moi je suis beaucoup plus inquiète pour l'Ukraine parce que si Trump se met à prendre le Groenland, qu'il l'achète ou qu'il le prend, qu'est-ce qu'on peut reprocher alors à Poutine? Qu'il a tué aussi des gens? À un moment donné, on s'en fout. On est très cynique en politique européenne, attention, parce qu'on peut s'émouvoir du sort des gens. Surtout la France, parce qu'elle a la bonne rhétorique et la bonne parole, ce que les Anglais ont moins, parce que c'est une autre nation, carrément. Ne faut pas oublier les Anglais là-dedans. Ils ne sont pas membres de l'Union européenne, malheureusement. Ils ne sont plus membres de l'Union européenne. Mais ils ont leur mot à dire, parce que c'est le pont avec l'Amérique et tout. Mais au moment où on commence comme ça, où ton territoire est à moi et je l'achète ou je l'envahis, qu'est-ce qu'on va reprocher à Poutine et on va oublier l'Ukraine. On va l'oublier. Jean-Marc, vous vouliez... Non, je voulais dire qu'en fait, tous les sujets qui sont sur la table en ce moment procèdent de la même logique. Trump se vit comme un chef d'entreprise. Tout est à acheter ou à vendre. C'est vrai pour le Groenland. Et à la fin, ça va peut-être se terminer par un accroissement des intérêts des entreprises américaines sur le sol du Groenland pour exploiter les ressources minières sans envahissement. Mais ça vaut pour Gaza aussi, où on veut enlever tout le monde et transformer ça en un Eldorado au bord de la mer. Ça vaut aussi pour l'Ukraine, puisque on vous laisse tomber, sauf si vous permettez à nos entreprises de venir exploiter vos ressources minières. Et tout ça, le couteau sur la tempe. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que la réaction forte de l'Union européenne
européenne, elle est essentielle. C'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Pardon de vous avoir interrompu, mais pour en savoir davantage sur les projets de Trump pour le Groenland, n'hésitez pas à consulter notre site web euronews.com. Merci beaucoup à tous les invités ici présents. Restez avec nous sur Euronews. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime. Avec nos invités Jean-Marc Germain, député européen du groupe socialiste, Geneviève Ponce de l'Institut Europe Jacques Delors et Michaela Naoum, correspondante à Bruxelles de Radio France Internationale RFI. Alors parmi les actualités de la semaine, il y en a une qui nous a fait un peu tourner la tête. Ce sont les mots du premier commissaire européen à l'espace qui a appelé à la création d'un bouclier spatial européen lors d'un discours à la conférence annuelle sur l'espace. Andrius Kubilius, commissaire lituanien qui est également responsable de la défense, a appelé à créer un véritable Big Bang pour l'espace avec d'énormes investissements européens. Alors que de plus en plus de pays cherchent à dominer l'espace et que la Russie et la Chine unissent leurs forces, le commissaire à l'espace a averti que les Européens ne peuvent pas abandonner l'espace. Alors Jean-Marc, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une priorité l'espace au vu de ce qui nous attend sur la planète Terre? Oui, tout à fait. Et il a eu raison, c'est une priorité militaire. Oui. Et d'ailleurs, nous allons avoir dans les semaines qui viennent, à partir de livre blanc qui va être remis par ce commissaire sur la défense européenne, une discussion financière qui va s'ouvrir. On parle de 500 milliards d'euros qui pourraient être utilisés dans les 5 ans qui viennent pour la défense. Moi, je suis en charge des budgets pour le groupe socialiste et nous sommes tout à fait d'accord pour accompagner cet effort, à condition évidemment que l'Europe sociale continue à progresser. Et dans la défense, le spatial et la maîtrise de l'espace est fondamentale. D'ailleurs, sur le plan militaire, tous les spécialistes le disent, mais aussi sur le plan économique et même sociétal, c'est-à-dire maîtriser tout ce qui est la localisation partout sur la planète, ce qu'on appelle le GPS, mais en fait on a notre système européen Galileo et qui doit se développer. Pour le développement durable aussi, l'espace devient un endroit d'observation sur la consommation d'espace, de forêts, les transformations d'espace pour à la fois garantir la préservation de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, absolument fondamental. On doit avoir notre propre système d'observation. Geneviève, est-ce qu'il faut investir plus sur l'espace? Parce que justement, il y a un problème d'investissement. C'est ce qu'on entend aussi. Et Jean-Marc le dit, les enjeux sont assez cruciaux parce que ce n'est pas que l'espace et la défense. Moi, je suis tout à fait de cet avis parce que ce qu'il faut comprendre dans la période actuelle et le nouveau Trump, c'est que nous n'avons plus d'alliés. Donc c'est pas juste la Russie ou la Chine. Ouais. Ce sont les États-Unis. Et l'attitude des États-Unis, et notamment de SpaceX, sera certainement de moins en moins à la coopération avec les Européens. Donc les Européens doivent vraiment s'affirmer comme puissance spatiale, comme puissance de défense. On n'a plus d'alliés. On ne peut plus compter sur l'oncle Sam. Hein, c'est fini. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas juste un homme d'affaires. C'est l'illustration de la théorie America First. Donc, c'est purement les intérêts américains qui comptent. Donc, dans le domaine de l'espace, pour les raisons qui ont été indiquées, il faut continuer à investir. L'espace est crucial pour la défense. L'espace est crucial également, effectivement, pour l'environnement, avec tout le système d'observation de la Terre et de l'océan, d'ailleurs, Copernicus. Et puis, également dans le domaine des télécommunications, avec le projet IRIS. Donc, il faut le faire. Il y a un lien fort entre espace et défense. Et puis, pour encore une phrase sur votre... est-ce que, avec tous les soucis qu'on a sur la Terre, il faut investir dans l'espace? Oui, si c'est l'espace conçu justement pour être autonome, pour se défendre, pour défendre notre environnement. Pour parler d'investissement, nous avons interrogé le directeur de l'Agence spatiale européenne et il se montre plutôt confiant concernant la course à l'espace. Écoutons Joseph Arbacher. Les gens pensent que l'Europe n'est pas compétente lorsqu'il s'agit de la conquête de l'espace. En fait, nous sommes très forts. Nous avons quelques programmes où nous sommes parmi les meilleurs au monde. Parfois, nous sommes le partenaire principal et la NASA est le partenaire junior. Nous avons besoin de 3 choses pour réussir. Premièrement, nous avons besoin de talent. Deuxièmement, il faut de l'argent, de l'accès à l'argent. Et troisièmement, nous devons être plus simples, plus rapides et plus agiles.
Alors Michaela, justement, quand on entend le directeur de l'ESA, qu'est-ce qu'on cherche en fait à obtenir dans ce secteur? Est-ce que c'est explorer ou est-ce que c'est dominer? Ni un ni l'autre. Il faut être là. Mais bon, les Européens, on sait, ils y sont pas. Ils y seront pas bientôt. Un collègue à nous faisait une blague sur X l'autre jour ici dans la boule européenne en disant for the Europeans, the sky is not the limit. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ils savent pas comment le faire. Et je vais te dire très rapidement une petite anecdote. C'est que je suis très copine avec l'ancien directeur de l'agence satellitaire qui se trouve en Espagne, à côté de Barcelone. Je l'ai jamais vu ce mec. Mis dans la lumière, si tu veux. Il venait de temps en temps à Bruxelles, il m'appelait, oui, j'ai une conf de presse, il y a 3 personnes qui viennent. Et on ne sait pas se vendre, on ne sait pas investir, on ne trouve jamais nos vraies priorités. Et maintenant, parce que Trump, il est à la Maison-Blanche, on se dit l'Amérique n'est plus notre copine. Ça n'a jamais été notre copine. Depuis le président Eisenhower, tous les autres présidents américains ont emballé dans des belles mots le fait que ça a toujours été America First. Et que l'Amérique, si elle a regardé les Européens, c'était pour faire des affaires ou pour se mettre au dos des Européens. Mais on n'a jamais été copains. Si on aurait été copains, pourquoi est-ce que Churchill a eu besoin de tous ces efforts pour faire le débarquement en Normandie? Donc, ce n'est pas nos copains, ça a toujours été des partenaires d'affaires, des gens hyper pragmatiques. Et les Européens ne sont pas aussi pragmatiques que les Américains. On n'est pas un seul pays, on est 27 démocraties différentes, avec chacune ses priorités. Ouais. Je ne pense pas que si la France, par exemple, voudrait aller dans l'espace, je ne vois pas la Tchéquie y aller tout de suite. Alors, ou la Slovénie, par exemple. Jean-Marc, je me tourne vers vous. On voit se profiler une guerre commerciale avec Trump, justement, dans voire les semaines, les mois à venir. Est-ce que ça pourrait se passer sur le terrain de l'espace ? Puisque nous sommes en concurrence. En tout cas, il y a une concurrence et il est absolument urgent d'aller très vite, comme le disait le directeur de l'Agence spatiale européenne. En ce moment, on est dans une situation totalement absurde où nos satellites sont lancés par des lanceurs américains et plus ou peu par Ariane ou par Vega, qui sont les lanceurs européens, alors qu'on a toutes les compétences pour le faire. Et par rapport à votre question initiale qui est fondamentale, on y va pour quoi faire? On n'y va pas pour dominer. On va pour être un acteur aussi fort que les autres, pour imposer ce que peut faire l'Europe dans tous les domaines. C'est qu'il y ait un multilatéralisme. J'entends que l'Europe... Il n'y ait pas un face-à-face entre la Chine et les États-Unis. J'entends très bien que l'Europe doit être un acteur sur l'espace. On doit faire plus, on doit investir plus. C'est sur cette note positive que nous concluons notre débat. C'est la fin de l'émission Bruxelles, je t'aime. Un grand merci à tous nos invités d'avoir été parmi nous et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjet'aime@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.